Les baladeurs, une série audio, les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ? Prêt? C'est parti. Ça y est, c'est le grand jour. Ton départ est imminent. T'as bourré ta valise de doudounes et de sous-couches, de chaussettes techniques et de bonnets de toutes les couleurs pour supporter le froid polaire. T'es prête. Tu t'envoles pour le Groenland rejoindre le bateau Atka, en plein hivernage cet hiver 2016. Toi, l'océanographe polaire, t'es déjà allé au Spitzberg pour étudier les glaces. Mais là, c'est 4 mois sur un bateau, en communauté avec la petite équipe déjà à bord, Paul et Baptiste, que tu ne connais pas encore. C'est pour l'aventure humaine que t'y vas, pour vivre au plus près du petit village Horatsut, rencontrer les visages, partager un thé et des sourires. Dis, penseras-tu à moi? M'enverras-tu des nouvelles? Raconte-moi le blanc, raconte-moi les nuits, raconte-moi les balades, le merveilleux, mais aussi l'effrayant. Février 2016, Groenland, Anne-Claire Billan-Poudec. C'est moi en direct de la banquise dans une petite place qui s'appelle Horatsut. Là, en fait, c'est la nuit. Je marche sur la glace. En dessous de moi, il y a environ un bon 60 mètres de profondeur. Et je marche sur une couverture de glace d'environ 30 cm à 40 cm max. Je me balade. Il est environ 22 heures. Au-dessus de moi, il y a une multitude d'étoiles. Je vois juste au-dessus de moi des aurores danser. C'est juste magnifique. Je suis arrivée au Groenland en pleine période d'hiver, décembre ou janvier, je sais plus trop, à côté d'une assez grosse ville qui s'appelle Ilulissat. Et là, j'ai rejoint un bateau donc, qui s'appelle Atka, qui est pris dans les glaces depuis quelques mois, où il y avait 2 passagers à bord, Baptiste et Paul. Et donc là, le premier mois, plein hiver, donc il fait nuit tout le temps, et on apprend à se connaître. Et ça va très très vite quand t'es dans un huis clos comme ça dans les glaces. Sur le bateau, je m'entends trop bien avec Baptiste le capitaine, Paul le second. Ça va beaucoup plus vite parce que tu vis en colocation. Mais sur un bateau pris dans les glaces, donc en gros tu te lèves le matin, tu te dis bon, ok, qu'est-ce que je dois faire? Bon bah tu veux pas aller voir l'iceberg? Là j'ai besoin que tu pioches environ 3 gros bacs, car on a besoin de boire de l'eau. Donc, du coup je me mets à boire de l'eau qui date des millénaires, tu vois. Et puis juste à côté il y a un tout petit village avec 24 habitants pendant l'hiver. Et on met environ 40 minutes de marche sur la banquise du coup pour rejoindre le village. On faisait pas mal de choses pendant les nuits, parce que c'est essentiellement des nuits. Bon, je suis arrivée au bateau tout au départ. Là c'était il y avait beaucoup de nuit. Et dans la cabine il faisait vraiment froid. Dans la cabine, dans ma cabine à moi, la nuit il faisait un truc style 0 degré. Mais bon, quelle expérience de se réveiller. T'as du bruit, c'est du bruit de glace. T'entends les petits cristaux, tu vois, de glace qui sont autour de toi, qui crépitent. Ça me fait délirer. Apparemment, la glace cette année va être assez courte.
Du coup, ce qui d'ailleurs réjouit les chasseurs-pêcheurs parce que je peux t'assurer que pour être allé plusieurs fois en mer, quand t'as des icebergs tout autour de toi, t'es pas rassuré. Mais ça en jette qu'au niveau des yeux. Et autour du mois de février, donc là il commence à avoir déjà des lumières et tu commences à vraiment aimer en fait à te balader quoi, à te balader et à profiter un petit peu d'une seconde liberté un peu parce qu'avant t'es vraiment pris certes dans les glaces mais surtout dans la nuit qui t'empêche vraiment de pouvoir aller assez loin ou en tout cas de se balader réellement parce que c'est quand même assez c'est un milieu qui est quand même assez hostile, il fait froid, t'es pas forcément à l'aise partout, t'apprends à connaître le lieu. Ici, dans le village, tout est lié par rapport à la pêche. Ils appellent ça également la chasse, en fait, clairement, parce que du coup, t'as la pêche au poisson. Donc c'est le cabillaud, la morue, ou alors le flétan. Il y en a en masse. C'est des putains de gros poissons, ces trucs. Et autrement, c'est la chasse, quoi. Donc ça, c'est quoi? C'est la chasse aux phoques. Franchement, pas si évidente. Ou alors la chasse au beluga ou au narwal, quoi. Bah alors là... Donc j'ai vécu la chasse aux phoques. Je peux t'assurer que j'ai dû avoir eu le cœur accroché quoi. C'est tu chopes ton phoque, tu le mets sur le bateau, tu reviens sur la banquise, tu l'éventres à même la banquise, tu fais des sacs plastiques avec bref. Et avec Paul ou Baptiste, on faisait souvent des petites balades à deux ou tout seul. Et là, il y a une fois où je pars avec Baptiste, donc on quitte le bateau, on s'habille bien évidemment, il fait bien froid. Bon, on met des grosses doudounes, on a des sous-couches techniques aussi, évidemment, quoi, celles qu'on porte tous les jours les mêmes pendant des mois et des mois. On met une bonne parka, bonnet évidemment, on avait des gants en peau de phoque. J'avais déjà des peaux de phoque, je pense. Pantalon, puis surtout grosses boots, parce qu'en fait, t'as une bonne banquise assez épaisse. Et là, les pieds, c'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose d'assez solide. Je pense qu'on a dû prendre un masque aussi, puis on a dû prendre un sac au cas où. Je crois qu'on a dû prendre ça, une sorte de sac avec peut-être quelques trucs à manger au cas où, mais on n'était pas trop au cas où. On se disait, on va juste se balader. Et on avait un outil qu'on prenait tout le temps, on appelle ça un towhawk. C'est un bâton comme un balai, mais au bout c'est pas des poils, mais c'est un outil qui permet de voir si en fait la glace elle est si tu traverses la glace ou pas en fait, si tu montes dessus. Donc tu tapes sur la glace et si le towhawk, qui a un bout assez biseauté, transperce la glace, c'est qu'il faut pas que tu marches. Ça c'est super important quand on se déplace sur la banquise. Donc on part avec à chaque fois. Et là on se dit qu'on va se faire une bonne balade et qu'on rentrera après peut-être dans je sais pas moi 4 heures, un truc comme ça. Alors voilà, je sais pas si t'entends ce calme. Le seul bruit que j'entends là, moi, c'est les chiens du village. Il y a carrément plein de chiens ici. Ah, ça, c'est un bruit de VHF qui m'indique que j'ai beaucoup de batterie. La VHF est ma sécurité en fait. Je communique avec le bateau via VHF. Tu vois, quand je vais arriver au village, je vais lâcher un call. Et je vais dire, tout est ok, je me suis pas cassé la gueule, il n'y a pas eu de trou dans la banquise. I am still alive. Et bon Dieu, ouais, je suis bien vivante. Putain, c'est bon quoi, c'est vraiment bon. C'est un peu plus sommaire quoi, tu vois, t'as des questions un petit peu plus naturelles comme tiens aujourd'hui il faut vraiment que j'aille chercher de la bouffe, les stocks, tout le ravitaillement de la grande ville n'est pas encore arrivé. Bon un petit poisson. C'est pas pareil quoi. Et à la fois c'est dense, le temps est différent en fait. Et ça me fait délirer. Bon, je reprends ma marche parce qu'il fait pas tout chaud, tout flamme. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces étoiles et ces aurores. Oh la vache. On part du bateau, donc on dit bye à Paul. Ça fait pas mal de fois quand même qu'on se balade, donc on est
On n'est pas trop inquiet, hein. On connaît le coin et on se dit juste on va aller voir un lac gelé qui est à peut-être une bonne 1 heure et demie de marche, un truc comme ça. Et c'est un lac très noir parce que bien gelé, mais c'est de l'eau douce. Alors du coup, on voit quelque chose de noir avec plein de craquures. On était très heureux d'y aller. Et on dit à Paul, qui lui garde le bateau, écoute, on revient dans 4 heures. Donc c'est bon, on est parti. Puis là, on papote tout le long. Moi, j'aime bien papoter. On papote en regardant le paysage, évidemment, parce que de toute manière, encerclé de paysages, on va dire. Et on arrive au lac, on est super contents, on glisse sur le lac. Des vrais enfants, quoi, des vrais gamins. On fait, je sais pas, des glissades, on fait de la luge. Là, à un moment donné, on se dit, bon, bah, faudrait pas non plus qu'on se fasse mal, donc on s'arrête parce qu'on sait que généralement, on arrête de jouer quand on a mal, mais là, on n'a pas le droit d'avoir mal là-bas parce que c'est très compliqué après. On se dit, bon, on va peut-être rentrer, quoi. Donc on rentre, on continue à papoter. Je me rappelle que les discussions étaient assez philo, en fait. Enfin, philo, dans le sens où on se posait pas mal de questions sur pourquoi est-ce qu'on était si bien là, pourquoi est-ce que ça faisait autant de bien d'être coupé du monde. Donc on partageait en fait des ressentis. Vu qu'on est en plein hiver, il y a pas beaucoup d'heures de jour, donc il faut pas qu'on traîne quand même. Donc là, on se dit: «Bon, allez, c'est bon, là, on voit en ligne de mire, en fait, la baie», parce qu'on était quand même assez loin, parce qu'on était derrière des montagnes, donc on avait toutes d'ailleurs, donné un nom à toutes les montagnes, qui étaient pas des noms de cartes, hein, mais qui nous faisaient, l'imaginaire qu'on avait créé autour du lieu, quoi. Là, du coup, on dit: «Ah, on passe cette montagne-là, la montagne, ça glisse, puis ça caille et ensuite on arrivera au bateau». Et il fallait effectivement traverser une bonne partie de banquise. Donc quand tu la vois, la banquise, c'est très simple parce que tu vois où est l'eau libre et là où il ne faut pas que tu marches. Là où tu as également des endroits où c'est assez foncé, donc ce sont des banquises qui sont peut-être pas épaisses. Donc tu aperçois, il y a une sorte une petite transparence avec le fond de la mer qui en hiver est très très noir. On papote, et puis d'un coup, mais vraiment très subitement, mais on voyait plus rien, quoi. Vraiment le truc qu'on sait qui arrive super souvent, qui est déjà arrivé, mais quand t'es préparé, il y a pas de problème. Mais ce qu'on appelle le whiteout ou le vrai blizzard en fait polaire. En plus, t'es sur c'est très blanc. En fait, tu marches sur du blanc sur de la banquise, et bah tu vois plus rien, mais vraiment plus rien. Avec du vent qui arrive, donc bon, il fait pas chaud non plus. Très rapidement, on savait plus où était la direction du bateau. Mais vraiment, on commençait à marcher, à continuer, mais au début, on dit: «Bah, c'est bon, là, on venait de voir, il y a quoi? Il y a 100 mètres». Mais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes où tu avances tout droit, tu espères de pas aller vers, en fait, l'eau libre, parce que si tu vas vers l'eau libre, ben, là, ça va commencer à être dangereux. Puis après, est-ce que c'est l'eau libre qui est de ce côté-là de la baie ou de l'autre côté? Il commence à faire nuit et puis concrètement, en fait, nous, on n'a rien dans nos sacs qui est vraiment, fait pour passer une nuit sur la banquise. Donc bah, on n'est pas stressé, mais on commence à regarder des choses, par exemple, on regarde des choses qui sont de l'ordre de l'instinct un petit peu pour te repérer. Ce qui n'était jamais arrivé avant, parce qu'on avait toujours des trucs un peu, au niveau logistique, GPS ou autre. Mais là, on n'avait rien, mais alors du coup, quand tu as rien, on regardait, la banquise et on regardait, la forme de la banquise avec, on disait: «Bah tiens, le vent, il a soufflé comme ça ces derniers jours, donc là, on sait que c'était un vent, admettons, de nord-est ou autre. Donc là, les figures qu'on voit sur la glace, ça doit montrer que là, le nord-est, il est par là». Donc on s'orientait un peu comme ça. On cherchait un peu des traces dans la neige, mais enfin dans la banquise, mais ça servait à rien. Et on essayait toujours de se rassurer, ouais, c'est bon, c'est par là, hein. Ouais, ouais, je pense. Bon, de toute manière, on y va tous les deux. Donc, on avançait avec le talk, on essayait d'écouter du coup d'un coup très fortement le bruit de la glace pour s'assurer que c'était bien. Mais on avançait tellement lentement, quoi. Ça faisait déjà maintenant 5 heures peut-être qu'on était partis, un truc comme ça commence à faire, quoi. Et on savait qu'en plus, Polo devait s'inquiéter, donc vraiment le truc pas très agréable, quoi. Et je me rappelle que là, on a commencé à dire: «Putain, ce serait bête, en fait, qu'on se perde vraiment là». En plus, on savait pas la météo, on n'avait pas regardé, donc on savait pas si ça allait durer plusieurs jours. On commençait quand même à se dire, ben, en tout cas, sache que, si ça devait s'arrêter là, c'est quand même cool que ça s'arrête là avec toi. Mais c'était très, c'était pas, alarmiste ou c'était juste, bah, là, on n'est pas dans une super position, ça va sûrement se calmer, mais en attendant, bah, on marche un peu, mais là, je voulais quand même te dire que, c'est fou de vivre ça tous les 2, quoi. Donc je me rappelle, c'était assez fort. Quand même, ouais, bon là, ça fait déjà une demi heure, ça fait 1 heure, ça fait 1 heure et demie. Faudrait vraiment qu'on trouve, quoi.
On savait qu'il devait commencer à faire nuit, c'était en fait surtout très sombre parce que on voyait de moins en moins, mais il y avait quand même cette lumière très blanche aussi, donc c'était en fait on savait même pas, je crois qu'on avait même pas de montre à ce moment-là, donc on avait une difficulté quand même à évaluer ce qui se passait. Et t'as vraiment l'impression d'être dans une sorte de un peu un rêve ou un cauchemar, je sais pas trop, où autour de toi, en fait, t'as rien, t'as vraiment rien, et tu sais que t'as juste de l'eau en dessous, t'as quand même 60 mètres de fond, un truc comme ça, donc tu te dis bon, et t'espères peut-être rencontrer quelqu'un, d'arriver au village ou d'entendre un chien, t'écoutes tout, mais t'as du vent, donc t'es coupé du monde, alors que t'es en plein dedans. On est un petit peu tendu, on continue à marcher, et là, à un moment donné, on s'arrête, mais vraiment tous les deux en même temps, quoi. On s'arrête, Baptiste qui me dit: «T'as vu?» Et là, je lui dis: Ouais, j'ai vu un truc là, mais c'est quoi? Mais un peu panique. Et là, je dis: mais c'est un ours? C'est quoi? Ça avance super vite. Et là, on voit en même temps quelque chose qui avance assez vite, mais qui est à hauteur un peu plus haut que nous, assez loin, mais une grosse ombre, alors qu'on était dans un truc avec du vent, vraiment de la neige qui commençait à tomber. On voyait pas grand chose, quoi. Et on restait très proche pour pas se perdre. Et là, il me dit: mais non, mais. Non, mais on dirait une sorte de voiture qui avance vite dans le ciel. Et moi, je suis genre, mais quoi, ou un énorme caillou volant. Et ça avançait vraiment, quoi. Et donc, nous, on va vers ça, on avance vers ça, en fait. Parce que on se dit, mais il y a un truc qui bouge. Moi, je me rappelle très bien avoir l'impression que c'était moi qui bougeais. C'est moi qui l'évitais. Mon cerveau devait se dire, bah, ça doit être moi qui l'évite. Parce qu'il n'y a pas un truc d'aussi gros comme ça qui doit bouger devant moi. Il n'y a aucune raison. Ou alors, on est dans un autre monde. Parce qu'on n'est plus à Horatsut, on n'est plus au Groenland. Et Baptiste, il me dit: non, mais c'est dingue, qu'est-ce que c'est et tout. Et donc, on est quand même inquiet, mais on avance vers ça, quoi. Et là, à un moment donné, ça se dévoile. On voit une côte. Enfin, moi, ce que je me rappelle très bien, on voit le truc qui s'arrête. Et là, on va vers ça. Et là, ça se dévoile comme un énorme bout de roche qui est ensuite amené un début de montagne. Et juste à côté, on est dans la baie où il y avait le petit fjord où il y avait Atka, quoi. On était au bon endroit, quoi. On pouvait bien voir après qu'on avait décalé vers ce truc qu'on avait vu. Parce que si on avait continué tout droit, on allait vers un endroit qui était dans l'eau, quoi. Et on arrivait à la nuit tombée. On voyait Atka du coup, mais il y avait encore bien de la marche, quoi. Parce que sur la banquise, tout est long. Je me rappelle, on n'a rien dit. On a dit... Enfin, si, Baptiste m'a dit non, mais t'es d'accord avec moi? T'as vu quelque chose? Et moi, je lui ai dit ouais. Ouais, j'ai vu quelque chose. Mais j'avais du mal à le dire parce que je suis quand même scientifique, j'ai un esprit assez... Il était hors de question pour moi de dire oui, Baptiste, j'ai vu un esprit. À sachant que Baptiste, lui, il était déjà persuadé que les esprits, surtout au Groenland, existaient. Mais moi, c'était pas dans mon esprit, je pouvais pas l'admettre. Et pour autant, en arrivant au bateau, donc on commence un peu à marcher, donc là, on parle pas trop. On arrive, on voit Paul qui était genre, bah alors vous étiez où et tout. Et là, Baptiste qui dit, ah non, mais il nous arrivait un truc de fou là sur la fin, là. Ah non, mais une carte racontera. Et moi, j'étais pas capable de raconter ça tout de suite. C'est resté quelque chose de très, en fait, peut-être pendant un jour ou deux, je voulais pas en parler. Après, je l'ai dit à Paul. Et ensuite, j'en ai rediscuté après avec Baptiste, qui lui, il savait pertinemment que je voulais pas renier, en fait, ce que j'avais vu. Mais je pouvais pas donner des mots là-dessus, quoi. Bon, alors attends, là, je suis en train de marcher sur la banquise qui arrive proche du village. Tu dois entendre le groupe électrogène mondial. Enfin, mondial. On l'appelle le mondial parce que c'est le gros électrogène du village. Il envoie du lourd. C'est celui qui nourrit toute son électricité. Attends, faut pas que je me casse la gueule. Ah, ça glisse. Bon, je commence à arriver pas mal à l'endroit où je dois me retrouver. Je vais te laisser. Après, plus tard, on est allé au village.
toujours pendant l'hiver. Et avec Baptiste, on a discuté de ça avec un des villageois qui s'appelle Stine. Et également une des personnes qui est française là-bas, qui nous a permis également de bien comprendre l'histoire, hein, qui s'appelle Julien, qui nous a dit bah, en fait, Stine, lui, il est musher et il y a des endroits où il passe plus avec ses chiens, dû à des esprits dans telle montagne, qui est juste à côté du village, parce que tous ses chiens sont devenus fous à cause de cet esprit-là. Il les a tous d'ailleurs tous tués. Et il a peur, hein, parce qu'ils étaient devenus fous, les chiens. Et lui aussi, il a eu une impression de folie à un moment donné. Et là, il a dit que oui, pour lui, les esprits étaient encore très présents. C'est quelque chose qui, même si tu n'en discutes pas beaucoup au Groenland aujourd'hui, là, ça m'avait rassurée. Je m'étais dit, ouais, ok, ben, il n'y a pas que moi qui suis peut-être un peu dingo, et Baptiste qui est dingo. Après, je l'ai assumé davantage, et je suis retournée plusieurs fois à cet endroit-là, avec ce caillou, qui en fait était finalement un caillou pour moi, mais qui a peut-être été à un moment donné, je sais pas moi. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose qui nous a permis de retrouver le chemin, et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit comme si on nous avait un peu tendu la main, quoi. Tu passes beaucoup de temps là-bas, en pleine nature, t'acceptes les lois là-bas, et tu fais attention, et on a peut-être dérapé. J'ai l'impression que peut-être que la nature a été, je ne sais pas pourquoi, un peu clémente. Ouais, ça m'a fait vraiment très bizarre, et puis surtout, je me suis dit, ah ben, je suis vraiment toute petite dans ce milieu-là, et il y a peut-être des gens qui veillent un peu sur nous, quoi. J'ai été très curieuse en fait à un moment donné, des histoires d'esprit, bah, notamment plutôt après. Heu, mais j'en connaissais déjà pas mal, sur, des histoires, qui étaient contées, toujours, très, dures. J'en connaissais une, avec, des histoires en fait, sur des bœufs musqués, des chasseurs. Les bœufs musqués en fait pouvaient discuter avec les chasseurs comme, tous les animaux pouvaient discuter avec les chasseurs avant. Mais parce que, les humains ont trop tiré, sur cette vie, animale qui s'offrait aussi, parfois, à l'homme. La communication a été arrêtée par, le monde animal pour dire: «Bah non, vous êtes allés trop loin, donc maintenant vous pourrez plus communiquer avec nous. Vous allez devoir trouver d'autres techniques pour nous trouver». De la même manière, il y a une histoire d'un esprit au Groenland qui est assez présente, il s'appelle le Rivittok. C'est un esprit de la montagne, donc c'est pas le Yéti, hein, mais c'est plutôt ce serait enfin un homme, du village qui est parti en fait, dans la montagne, qui avait pas mal, fait de choses pas forcément bien dans sa vie et qui s'est perdu dans la montagne et est mort dans la montagne en demandant en fait, un lien avec, les grands esprits et je crois qu'il a été bloqué entre les 2 ou un truc comme ça et ce qui fait qu'aujourd'hui il hante en fait, c'est un esprit malveillant. A priori, on l'entendrait avec le vent. Il fait un bruit un peu, aigu comme si on entendait une flûte. Du coup, après mon histoire de peut-être esprit, je sais pas trop, dès que j'entendais le vent et que ça sifflotait, je me disais: «Ah, il y a peut-être le Rivittok». Mais les Groenlandais, discutent pas trop des contes. En tout cas, je n'ai pas assez peut-être, poussé avec eux parce que c'est pas forcément évident de tout comprendre. Ceci étant dit, on sent bien qu'il y a des entre guillemets, «il y a des choses qui se passent» et les gens croient en fait encore à des forces qui pourraient être liées à la nature. Il y a peut-être une chance dans ces milieux-là, c'est que la nature est très présente comme elle doit sûrement l'être partout en fait, dans le monde, sauf que, en tant qu'humain, on n'est pas les plus à l'aise dans ces milieux-là. Moi parfois, je me dis que c'est un peu comme si on était en plein océan. C'est pas notre milieu. On n'est pas des ours avec plein de poils. Justement, il y a des choses qui nous manquent et qui font que quand, on est en manque de ça, ça peut très vite, prendre ta vie. Le froid, en fait, ça te fatigue énormément. Tu peux pas trouver de la nourriture. Tu peux pas trouver, un arbre, quoi. Tu peux pas te dire: «Bah, tiens, là, je vais trouver un arbre avec, peut-être, de quoi manger quelque chose ou de faire un feu». Ça, tu peux pas. Tu as pas de quoi te faire un feu. Manger ou te réchauffer, tu peux pas faire. Donc même si on t'a appris, comment faire un feu avec du gaz et que tu en as, il faut que tu trouves une autre technique parce que, le feu va pas prendre. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez contraignant. L'hiver, ben, à moins qu'il y ait une grande lune, parce que dès qu'il y a une lune, tu vois bien, bah, autrement tu pas les yeux d'un renard, quoi. Il te manque quand même pas mal d'atouts. Tu es encerclé de montagnes, il y a beaucoup de choses qui font que la nature, tu peux pas, l'effacer, quoi. Elle est, plus présente que toi. Les garçons dorment encore.
Je sors du bateau et là, je suis sur la banquise. Je ne vois rien. À part de la glace, des montagnes, des couleurs de fou. Quand je te dis de fou, c'est parce que je peine en fait à décrire les couleurs. Admettons, là, tu vois, c'est petit matin. C'est assez rose. Ça se reflète très très bien sur cette glace qui en fait est blanche-bleue. Les montagnes sont noires, parsemées de blanc. La glace y est présente. J'arrête de marcher pour que tu comprennes peut-être un peu. Là, vu que c'est le week-end, il n'y a même pas un villageois qui est dehors, que je pourrais apercevoir. Je suis vraiment toute seule parce que dans ma tête, les garçons dorment. Je pourrais faire ce que je veux. Je sais pas, je pourrais faire un petit peu de hula hoop. Je pourrais me faire un petit sprint. Je pourrais m'allonger par terre. Je pourrais partir et revenir. Faire ce que je veux. Personne ne m'attend. Je suis juste libre. J'entends juste les bruits de la glace. C'est pas souvent. Cet épisode vous est proposé par les Others, signé Camille Juzo avec les musiques de Alissane Brassac et le mixage de Laurie Galigani. Des étoiles bleues sont à décrocher sur vos applications pour nous soutenir, ou bien laissez-nous des petits mots que nous lirons avec attention. Vous l'attendiez, il est prêt. Le nouveau magazine Les Others sur le thème des lignes est disponible dès le 15 novembre. Et pour les impatients, les précommandes sont offertes jusqu'au 18 novembre. Pressez-vous. Et puisqu'on voit les choses en grand, un pack collector numéroté et en édition limitée avec les 4 numéros est à découvrir dans quelques jours. À bientôt!